Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Gana. Alexandra, bienvenue. Merci, bonjour. Bienvenue à toi aussi dans mon humble demeure. Voilà. Merci d'avoir accepté cet épisode. On enregistre aujourd'hui au Festival RH. Un épisode un petit peu particulier. On va peut-être parler du festival, mais on va surtout parler de toi, Alexandra, ton histoire, ton parcours, tes convictions. Aujourd'hui, tu travailles au sein du groupe Casino. Tu recrutes pour des fonctions stratégiques avec une obsession, je sais, importante pour toi, le respect et l'expérience candidat. Tu as exercé en France, en Belgique, au Canada. J'ai révisé. Tu formes aussi des recruteurs avec Talent Catcher et Charlène. On fait un coucou Charlène qui est sur son île Maurice en ce moment. Tu conseilles aussi sur l'ATS Jarvis. Un petit coucou à l'équipe de Jarvis. Coucou. Bref, tu vis, tu respires recrutement. C'est quelque chose qui est important pour toi. Donc, on va parler conviction, bonnes pratiques, différences culturelles, marque employeur, avenir du métier. Bref, j'espère un épisode qui va être concret, inspirant et surtout activable pour tous ceux qui recrutent, c'est-à-dire vous qui nous écoutez. Ma première question, Alexandra, c'est déjà, tu dis souvent être tombé dans le recrutement comme Obélix dans la potion magique. Raconte-nous cette histoire. Et oui, je dis souvent être tombée dans le recrutement comme Obélix dans la potion magique parce que je pense que comme beaucoup de recruteurs, je n'avais pas forcément prévu d'être recruteuse et encore moins du coup de tomber amoureuse du recrutement. Et pourtant, c'est vraiment le pur hasard qui a fait que j'en suis arrivée là parce que j'ai commencé à faire du recrutement chez MBDA, donc une filiale d'Airbus. Et j'étais sur un poste en stage de chargée de recherche recrutement. Okay. Et comment j'ai obtenu ce poste ? C'est parce que j'avais déposé une candidature spontanée, parce que je ne savais pas trop sur quel poste je pouvais me positionner en tant que stagiaire. Tu as fait quoi comme étude ? J'ai fait un master, à l'époque j'étais en licence de droit général. Ah oui, c'est pas RH. Et j'avais fait du droit du travail, donc j'avais envie d'aller sur la RH. Ensuite, en master, j'ai fait un M1 en droit social et GRH et un M2 en GRH pur et dur. Okay. Et stratégie d'entreprise. Et donc, en fait, j'avais vu cette offre de recherche recrutement. Je me suis dit, j'ai pas fait de recrutement, je suis en licence de droit, ça va pas marcher. Et ben bingo, ça a marché. Ils ont regardé leur candidature spontanée. Donc, premier petit conseil, on regarde ces candidatures spontanées. Tout le monde n'a pas des candidatures spontanées. Tout le monde n'en a pas, et surtout tout le monde ne les regarde pas. C'est aussi un autre... Petite conviction perso, si on ne les regarde pas, autant pas les demander, quoi. Ah ben, alors là, tu prêches une convaincue. Ouais. Si on en a, il faut les traiter comme tout le monde. Point. Il faut avoir un process pour pouvoir en faire un véritable vivier, parce que c'est un peu l'objectif de candidature spontanée. Mais en tout cas, toujours est-il que de cette candidature spontanée est venu ce premier stage, en a découlé une alternance et tout le parcours que tu as expliqué ensuite en recrutement, depuis toujours. Ok. Alors justement, j'ai dit en intro que tu as travaillé dans 3 pays. Oui. Aujourd'hui en France, peut-être avant aussi en France, donc avec MBDA. Oui. Mais entre les deux, Belgique, Canada, oui. Tu peux nous raconter un petit peu pourquoi d'abord et qu'est-ce que tu as appris de ces pays en recrutement ?
Ouais. Alors, le Canada, un petit peu par hasard aussi. Non, la Belgique, un petit peu par hasard, pardon, mais le Canada en conséquence aussi. Pour l'anecdote, lorsque je suis sortie d'MBDA, on est en période Covid. Peu d'opportunités, tu t'en doutes, les entreprises recrutent pas forcément beaucoup. J'ai 2 options à ce moment-là, c'est soit partir recruter pour le zoo de Beauval, Ok. soit partir en ESN en Belgique et recruter des ingénieurs notamment, ce qui faisait une suite logique avec ce que je faisais chez MBDA finalement. Et je me suis dit que... T'aimes pas les animaux c'est mon rêve de recruter, Ok. de recruter pour un zoo. Je pense sincèrement, je Ok. voyais toute ma vie, je me voyais faire mes lunchs devant un nouvel enclos tous les jours. Bref, j'avais un plan. Hein. Non, et en fait, l'ESN en Belgique m'a contacté, m'a proposé ça. Et je me suis dit, Alexandra, soit tu vas un peu faire ce rêve de petite fille de travailler pour un zoo finalement, soit tu pars en Belgique et tu te lances sur une carrière qui va peut-être être un petit peu plus internationale. Je ne disais pas un mot d'anglais à l'époque, donc je me suis dit c'est aussi l'occasion pour toi de monter en compétence sur cette compétence-là, justement, en anglais. Et du coup, je suis partie pour presque 2 ans en Belgique. Et le réseau fait bien les choses, puisque ma première semaine, c'était à Paris. J'ai été formée par un de mes collègues, Lucas, que je salue, qui, lui, est parti en VIE au Canada. Et 2 ans après, il m'a dit, écoute, on recherche un recruteur. Est-ce que tu veux nous rejoindre ? Toujours pour la même structure, en fait. Donc, lui, il est parti en VIE pour une autre entreprise. D'accord. Pardon. Ok. Et donc, il m'a dit, on recherche un recruteur. Est-ce que ça te dit ? Et j'ai dit, évidemment. Ok. Alors, conclusion, j'ai lâché la fin de mon VIE et j'ai rejoint le Canada sur une autre ESN, du coup. Aussi, toujours, ok. Toujours une ESN, mais une différente. Et Canada, sur des Québec métiers différents. ou... Plutôt Québec, j'étais Plutôt à Montréal, ouais, ok. c'est ça. Donc le réseau a bien fait les choses et mon expérience belge m'a permis justement de partir au Canada ensuite. 2 expériences qui ont été super enrichissantes pour le coup. Tu m'as demandé justement quelles sont les différences. Ouais, finalement, qu'est-ce que toi tu as perçu comme différence peut-être forte entre ce qu'on vit nous en France et ce qu'ils vivent dans ces pays ? Alors, il faut dire aussi que cette expérience belge, pour commencer, a commencé dans un contexte de Covid, donc contexte un petit peu différent quand même d'un contexte classique, disons-le. Ce que j'ai remarqué en Belgique par rapport à nous en France, c'est que les candidats, par exemple, ne bougent pas. Petit pays, mais pas de grande mobilité. Alors qu'en France, on a un petit peu plus de flexibilité. Je ne te dis pas qu'on en a beaucoup, mais il y en a un petit peu plus. Pour moi, ça, c'est la différence majeure que j'ai identifiée. Les candidats belges ne bougent pas. D'accord. Même s'ils sont dans une petite ville, il y a une grosse entreprise à côté, ce sera ici et pas autrement. On peut trouver ça en campagne chez nous, hein. Mais tu as quand même un petit peu plus de flexibilité. Les jeunes comprennent aussi que si tu veux trouver certains emplois, tu dois aller en ville. Là-bas, c'est beaucoup moins le cas. Donc, c'est assez déstabilisant parce que du coup, tu te bagarres un petit peu pour convaincre les gens de bouger, ce qu'ils ne souhaitent pas forcément. Il y a vraiment ce truc de je vis ici, je reste ici. Tu sais, j'ai mangé le mot... ils sont très fidèles à leur région finalement. Et ça se voit d'autant plus qu'il y a quand même les Flamands vs les Wallons. Donc, autant te dire que Donc, si tu sources, si tu chasses, tu es obligé de sourcer et chasser localement, on va dire. Complètement. Tu vas pas t'embêter à l'autre bout, d'aller au bout. Tu vas prendre plus de risques et plus de temps à aller à l'autre bout du pays et essayer de convaincre une personne de déménager. Moi, je recrutais du coup beaucoup de Français pour faire revenir en Belgique parce que c'était le plus simple. Mais autre exemple du coup de cette difficulté un peu locale, c'est que tu ne vas pas forcément trouver les gens sur LinkedIn. Il va falloir que tu trouves d'autres moyens pour aller les trouver. Des moyens un peu à l'ancienne, en fait, mais ce qui est du coup assez intéressant. Donc, pour la Belgique, je te dirais que c'est ça, le sujet que j'ai le plus identifié. Et pour le Canada, c'est quelque chose de différent. Déjà, c'est un grand pays. Les gens arrivent quand même à bouger, tu vois. Même si, comme beaucoup, comme je te le disais en campagne en France, tu as aussi ce sentiment d'appartenance. Si tu ne veux pas bouger, c'est sûr que les Québécois, peut-être, ne vont pas forcément aller en Ontario. Mais ce n'est pas là où j'ai vu une grande différence avec nous. C'est plutôt sur la relation entre les candidats et les recruteurs. Okay. Tu le sais, en France, la relation candidat-recruteur n'est absolument pas la plus facile. Pour des raisons qu'on peut comprendre, les candidats sont sursollicités, on leur pose toujours les mêmes questions. Le marché est difficile, donc ils sont aussi, disons-le, saoulés par moment.
Des fois, on se fait un peu chafouiner quand on est recruteur, hein, faut être honnête. Au Canada, il y a beaucoup plus de respect pour le recruteur. En tout cas, de ce que moi, j'en ai ressenti, il y a beaucoup plus de respect pour le recruteur. Et pourtant, je recrutais pour une ESN. Disons-le, hein, les ESN, les recruteurs en ESN ne sont pas les mieux lotis en termes de relations candidat-recruteur. Et bien, malgré tout, j'ai senti beaucoup plus de respect. Alors, je me demande si le tutoiement au Québec n'aide pas. Parce que tu es beaucoup plus à l'aise avec la personne à qui tu t'adresses. Et je me dis que peut-être ça aide aussi à toi, en tant que recruteur, à être un petit peu plus à l'aise avec la personne. Mais en tout cas, j'ai trouvé que la relation était plus agréable. Et je ne vais pas te mentir, c'est aussi de là où ma passion pour l'expérience candidat est vraiment démarrée finalement. Parce que je me suis dit, si les gens sont aussi sympas avec moi, mais j'ai vraiment envie d'être encore plus sympa avec eux et d'être vraiment dans un accompagnement plus et de tout donner pour eux parce qu'en fait, ils sont hyper agréables. Donc, cette vision que j'avais peut-être avant qui était plus, tu sais, on a l'entreprise, nous, il y avait un peu cette position de force de l'entreprise avant. Ouais. La tendance s'est inversée de façon globale, mais le Canada me l'a fait encore plus ressentir. Et en fait, moi, je fais ce métier parce que c'est un métier humain et le Canada m'a montré que le candidat n'était pas toujours en colère après moi. Et pourquoi tu es revenu alors ? Pourquoi tu n'es pas resté au Canada ? C'est une très On est content que tu sois en France, question. Hein. Pas de sujet, Alexandra. Alors, pour commencer à répondre à cette question, je vais te dire que le Canada me manque énormément. Okay. Et que ça a été à la fois un choix et en même temps, pas forcément uniquement. Après 1 an dans mon entreprise, j'étais pas épanouie dans cette entreprise en fait. Okay. Je faisais pas suffisamment de recrutement, mais c'était dû au contexte, au marché. Et j'étais pas forcément épanouie parce que tu le sais, un recruteur qui recrute pas n'est pas forcément le plus épanoui. Et on va parler de Charlène du coup à ce moment-là parce que Charlène, je lui ai dit est-ce que tu peux me former et elle m'a dit tu n'as pas besoin d'être formée, par contre j'ai besoin de personnes pour venir travailler chez Talent Catcher. Est-ce que ça te dit ? Et en fait j'ai mesuré l'importance de cette question en me disant attends, évidemment que ça me dit. Mais alors, pour le faire, du coup, il fallait que je devienne indépendante. En tout cas, en partie. Ouais. Même si je n'étais pas obligée de le faire à 100%, il fallait qu'en partie, je le sois. Et étant permis de travail fermé au Canada, je ne pouvais pas être salariée là-bas et entreprendre en même temps. D'accord, tu n'as pas cette possibilité-là comme nous, on l'a en France, par exemple. Pas quand tu as un permis fermé, en fait. Alors peut-être que j'aurais pu trouver un montage, je ne sais pas, mais je ne suis pas suffisamment calée sur le sujet. Ouais. Et donc en fait, j'ai pris la décision de rentrer en France pour pouvoir entreprendre et développer une activité indep. Ok, d'accord. Et donc voilà, je suis revenue en France, je continue d'entreprendre avec Charlène, etc. Oui, donc tu es formatrice pour Talent Catcher. Voilà. Tu peux expliquer ce que tu fais chez Talent Catcher ? Ouais. Pourquoi cette envie de transmettre, d'accompagner ? Je sais que tu le fais aussi depuis peu, dans un autre environnement. Oui. Alors, Talent Catcher, c'est un organisme de formation sur la marque employeur, le marketing RH, l'inbound, majoritairement. Et le slogan de son livre, à Charlène, est limpide. Le titre, c'est « Recruter sans chasser ». C'est exactement ce qu'on apprend. Concrètement, j'ai 2 activités avec Talent Catcher. L'employé advocacy. Donc, je vais accompagner des entreprises dans des programmes d'ambassadeurs. Je vais aider les collaborateurs à monter en compétence sur la prise de parole sur les réseaux sociaux et principalement LinkedIn de mon côté. Et l'objectif de tout ça, c'est vraiment de faire en sorte que les potentiels candidats découvrent l'entreprise avec la voix des collaborateurs et postulent tout simplement. Pour résumer. J'ai une deuxième fonction aussi avec Charlène, un peu plus récemment, je dirais, c'est aussi former de façon plus individuelle des recruteurs ou des équipes RH qui souhaitent justement également prendre la parole dans ce même objectif. Donc ça, ce sont les 2 rôles que j'ai chez Talent Catcher. Et pourquoi un peu ce côté pédagogue que j'ai en fait, pour être honnête, je l'ai développé avec Talent Catcher. C'est quelque chose que je ne faisais pas nécessairement avant. C'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire parce que j'ai adoré l'école. Okay. Moi, c'est toi. Ouais, moi, je faisais partie de ces gens qui adoraient l'école. J'étais pas la première de la classe, mais par contre, j'ai vraiment aimé ça et j'ai toujours eu envie de
pouvoir donner aussi aux autres. Donc j'ai commencé avec Talent Catcher et là tout récemment je me suis rendu compte que c'était une évidence, clairement. Et voilà, j'aime donner, j'aime expliquer, j'ai envie que ce que j'ai appris puisse servir à d'autres personnes. Je dis pas que tout ce que je dis est forcément la bonne parole, mais en tout cas, je fais de mon mieux et j'espère que mon mieux peut aider d'autres personnes. Et effectivement, comme tu l'as dit, j'ai accepté également d'être intervenante à l'Igencia RH sur des cours de recrutement et d'intégration des collaborateurs. Ok. Voilà. Donc et ça, là, c'est plus récent. Je commence. Mon premier cours, ce sera le 30 octobre, je crois. Ouais. D'accord. Donc J'ai quand pas on va encore diffuser, commencé. peut-être que tu l'auras déjà fait, ce premier cours. C'est ça. D'accord. C'est ça. Ok. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dernière petite chose, parce que tu es quand même multicasquette. Hein. Et je l'ai dit en intro, tu es associé advisor au sein d'un ATS qui s'appelle Jarvie. Pourquoi ? Comment ce projet s'est imposé à toi et pourquoi ça en fait ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Ouais. Parlons de la genèse de mon association avec Jarvie. À l'époque, j'avais pas d'ATS. Je travaillais avec un fichier Excel, beaucoup de lignes, pas très réactive, 20 entretiens par semaine. Concrètement, j'étais frustrée parce que je ne pouvais pas suivre correctement mes candidats et surtout, je ne pouvais rien leur offrir. Faire le suivi, soyons honnêtes, sur 20 entretiens par semaine avec un fichier Excel, je ne pouvais pas le faire correctement. Et j'ai lancé un appel à l'aide sur tous mes réseaux. Johan est arrivé, j'aime bien dire souvent, comme un super-héros. Et il m'a dit, écoute, on développe un outil, Jarvie, est-ce que tu veux le tester ? Je l'ai testé et je l'ai adoré. J'ai benchmarké d'autres solutions. Et véritablement, c'était celui qui était aujourd'hui le plus simple, le plus clair et qui me permettait de faire les choses sans qu'il y ait trop de choses à côté, en fait, justement. Donc voilà, et puis je suis littéralement tombée amoureuse de l'outil. Les humains qu'il y a derrière aussi apportent énormément à l'outil parce que l'outil est bien, certes, mais derrière, on a des gens vraiment qui sont là pour nous aider. Petite anecdote, j'étais au Canada à cette époque. Ah, ok. Et quand à 23h en France, j'avais un problème du coup sur l'outil, une question ou un bug, j'avais toujours Quentin qui venait répondre alors qu'il était 23h en France. N'oublions pas qu'il a sa vie et il était là. Et en fait, je t'avoue que l'humain derrière aussi a contribué à 1000% à mon adhésion Jarvie. Et donc un jour, Johan m'a proposé de rejoindre l'équipe Advisor. Et c'était une évidence pour moi de m'investir encore plus dans le projet Jarvie. Ouais, je comprends mieux parce que moi, Quentin, tu sais que c'est un de mes voisins. Oui, c'est vrai. Et quand je le croise, il a des cernes comme ça. Mais je comprends mieux, c'est toi qui l'appelais la nuit. Oui, pardon, Quentin. Et voilà, donc... Mais merci. Ok, très très clair. Aujourd'hui, si tu devais résumer en une valeur, un principe, je dirais ta ligne de conduite en RH, ce serait lequel ? Ma ligne de conduite en RH. Ouais, ton principe, ce qui est vraiment important pour toi. Voilà. Parce que sur ce quoi tu ne dérogerais jamais. En fait, moi, j'ai deux valeurs principales. C'est le respect et la transparence. Je te dirais que c'est ça ma ligne de conduite, en fait. C'est que tout ce que je le fais avec transparence et je le fais toujours dans le respect de l'autre. C'est simple, hein, je suis comme ça parce que j'en attends autant des autres. Okay. Et en fait, ça guide chacun de mes pas. Ok. Donc aujourd'hui, tu es responsable recrutement pour le groupe Casino. Oui. On connaît tous ces marques, extrêmement connues, sur des fonctions stratégiques. Concrètement, à quoi ressemble ton quotidien ? Mon quotidien. Alors effectivement, je suis responsable recrutement pour le groupe Casino. Je recrute les fonctions sièges d'encadrement pour différentes marques du groupe. Alors, mon quotidien... Le siège, c'est Saint-Étienne ? Enfin, moi, dans ma tête, c'est Saint-Étienne. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, d'ailleurs. Il y a Saint-Étienne, il y a Vitry. Et il y a Clichy pour Monoprix. Donc, ce sont 3 sièges, en fait, pour plusieurs marques, finalement. Donc, mon quotidien, c'est simple. Je suis responsable du recrutement de A à Z des postes qui me sont alloués. Alors moi, du coup, je vais recruter sur les métiers du digital, sur les métiers de la logistique supply et de la mode pour Monoprix, puisque c'est quand même une particularité de Monoprix. Donc mon rôle, ça va être de rencontrer les managers, les RH des marques sur ces métiers,
de récupérer mon besoin et de tout faire pour que mes managers soient assez rapidement staffés, finalement. Ça, c'est vraiment le rôle principal et je suis l'interlocutrice de certaines marques justement pour que tout se passe bien. On est 3 responsables recrutement intégration avec des métiers différents, des marques différentes à gérer et du coup, mon quotidien, c'est aussi travailler de concert avec Margot et Alaé, mes collègues, pour que nos recrutements se fassent le plus vite et le mieux possible dans le respect aussi de nos candidats. Voilà. Alors justement, tu dis, toi, le respect du candidat, c'est un sujet qui est non négociable. C'est souvent quelque chose que tu exprimes, que tu en parles aussi régulièrement sur LinkedIn. Qu'est-ce que ça veut dire, toi, très concrètement, dans un processus de recrutement ? Le respect ? Ouais. Si je parle que du recruteur vers le candidat, déjà, ça va être de la transparence, du feedback. Ne prenons que ces 2 mots, par exemple. C'est le strict minimum, pour moi, pour respecter le candidat. Le candidat, il alloue du temps pour nous, en candidatant, en répondant présent pour nos entretiens, que ce soit en visio ou en physique. N'oublions pas que des fois, tu as des candidats qui travaillent. Ils nous allouent du temps. La moindre des choses, c'est de leur allouer autant de temps en leur faisant des retours, que ce soit pour leur dire un petit peu où en est leur candidature ou en leur faisant des feedbacks constructifs. Pour moi, c'est la base du respect dans un processus de recrutement. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, j'attends aussi du respect. Ce qui veut dire aussi que de mes candidats, j'attends aussi de l'investissement et de l'engagement. Je veux dire, quand j'ai des candidats, effectivement, et tu l'as dit, je m'exprime sur le sujet, quand j'ai effectivement des candidats à qui je veux faire une proposition salariale, qui me disent oui au téléphone et qui ne se présentent pas ou qui ne me répondent plus, moi, ça me pose un problème. Parce que vraiment, j'envoie des SMS à mes candidats. Quand je les retiens pas, je leur dis, c'est pas facile de faire un feedback négatif. Je leur dis, re-regardez nos offres. Si quelque chose vous intéresse, faites-moi un SMS. Je pousserai votre candidature. Je vous ai validé. Donc, en fait, il n'y a pas de raison que vous ne correspondiez pas à une autre offre chez nous. Si je pense à quelque chose, je vous appelle. Si vous pensez à quelque chose, vous m'envoyez un SMS. Je m'investis vraiment comme ça, ce qui fait que des fois, je fais des recrutements grâce à ça, d'ailleurs. Donc, j'attends vraiment aussi que mon candidat, derrière, tu vois, il respecte le temps que je lui alloue. On m'a fait une réflexion il n'y a pas longtemps. On m'a dit, oui, mais quoi qu'il arrive, toi, à la fin du mois, tu seras payé. C'est un candidat qui t'a dit ça ? Non. C'est pas un candidat à moi, c'était pas quelqu'un de la fonction RH, mais voilà. Et j'ai répondu par une analogie aussi qui peut arriver parce que tout le monde n'est pas poli dans la vie. Si tu vas au restaurant demain, tu t'assois à table, tu prends ton verre d'eau, tu touches le menu, tu touches ton assiette, tes couverts, tout ça, puis finalement tu te rends compte que ça te plaît pas et tu t'en vas. Il y en a qui le font, moi je suis pas comme ça, mais tu sais comme moi qu'il y en a qui n'ont pas qui n'ont pas de gêne et qui le font. Donc, ton serveur, techniquement, il va devoir tout nettoyer la table, même si tu t'en es pas servi. Ouais, t'as rien à dépenser. Ton serveur, à la fin, il est quand même payé. Est-ce que pour autant, c'est correct ? Absolument pas. Et ben pour moi, en recrutement, c'est un peu la même chose. Si j'investis du temps pour toi, investis du temps avec respect pour moi. Voilà. T'arrives à investir du temps sur tous les candidats ? On est quand même passé d'une ère à un post-Covid où, quand on passait une annonce, il y avait peu de candidatures. À un monde en 2025-2026 où, en tout cas moi c'est ce que je vois et ce que j'entends chez mes clients, j'ai beaucoup de candidatures, voire j'ai trop de candidatures. Et des fois mal ciblées par rapport au poste d'origine. Déjà, est-ce que tu vis ça toi et comment vous vous organisez quand vous avez beaucoup de candidatures et qu'en même temps tu veux respecter le process d'un candidat qui n'est pas du tout dans le scope du poste. Bien sûr. Moi, ça dépend des postes. Il y a des postes où, effectivement, je suis obligée de les couper très vite parce que j'ai trop de candidatures. Et que mon idée, c'est absolument pas de laisser les gens continuer de postuler alors que potentiellement, je ne vais pas pouvoir regarder leur annonce et t'arrêtes très vite cette annonce, en fait. Par exemple, sur les métiers de la mode, ça va très, très vite. D'accord. Donc, du coup, en général, je coupe très vite parce que je ne veux pas que les gens continuent de candidater alors que je ne suis pas en mesure de traiter les 600 candidatures que je viens de recevoir pour vraiment ne retenir que les 150 très bons. Et je ne pourrais pas appeler les 150, soyons honnêtes. Faut être, à un moment donné, il faut être lucide et honnête. Donc, non, je n'arrive pas forcément aujourd'hui à allouer tout le temps que j'aimerais. Ouais. Alors, j'essaye par de petits hacks, on va dire, à quand même dire aux gens, je fais de mon mieux. Par exemple, j'ai un poste d'ingénieur data. J'ai reçu beaucoup de candidatures.
J'avais 3 candidats que le manager devait rencontrer et puis c'était un peu étalé, dans le temps donc ça m'embêtait pour mes candidats. Du coup, j'ai fait un mail honnête à tous mes candidats et je leur ai dit: «Nous avons reçu beaucoup de candidatures. On ne peut malheureusement pas traiter tout le monde. Nous avons déjà avancé avec des candidats. Donc pour l'instant, c'est en pause et je reviendrai vers vous si on n'avance pas avec cela.» C'est factuel, on n'avance pas finalement avec ces candidats, donc je vais en contacter de nouveau. Je peux pas, humainement parlant, accorder le même temps à tout le monde, mais en tout cas, tu vois, ça me permet par de petits messages, des petits mots de dire, bon voilà, je vous ai pas oublié, je fais du mieux que je peux, mais voilà, si on est lucide, tout le monde est capable de comprendre que quand tu as 20 postes avec entre 100 et 600 candidatures, tu peux pas tout faire et tu peux pas traiter tout le monde de la même manière. Mais rien n'empêche de faire des petits gestes par des messages un peu personnalisés pour dire, vous êtes en attente. C'est pas si difficile, je pense. Et on a de beaux outils aujourd'hui qui peuvent nous aider. Prenons Jarvis, on peut automatiser ce genre de message après tout. Donc, c'est pas impossible. T'as encore aujourd'hui en France, en 2025, encore beaucoup de candidates qui n'ont pas de réponse à leur candidature. Ouais. Moi-même, je joue au candidat mystère assez régulièrement. Ouais. Pour mes clients, pour les concurrents de mes clients, et puis juste pour la beauté du geste. Et je suis assez effaré de ce que peuvent vivre les candidats, parce que je le vis moi-même et je me dis waouh, mais faut se mettre à la place de la personne qui est chez elle, qui n'a pas forcément de travail et pour qui c'est critique, quoi. Donc moi je pense que tous les recruteurs devraient faire comme toi, de temps en temps aller se mettre dans la situation de candidat pour voir. Tu le sais, moi, fin 2024, j'ai été dans la position de candidate avant de trouver mon emploi au sein du groupe Casino. Oui, quand tu étais entre le Canada, tu étais indépendante. Ouais, tu bossais un peu pour Talent Catcher, mais tu n'avais pas de CDI là. C'est ça. Okay. C'est ça. Et quand j'ai commencé à me dire tu vas retourner au salarié, Alexandra, pour plein de raisons, j'ai été dans cette position de candidate. Ouais, donc tu l'as vécu il n'y a pas longtemps. Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, j'avais déposé une centaine de candidatures. Ouais. Sur les 100, il me semble qu'il y en a une vingtaine où je n'ai jamais eu un seul retour, même pas un mail automatisé. Oui, ok. Donc c'est la fameuse boîte noire. Là. Tu ne sais même pas si l'entreprise a reçu quelque chose. Je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même en plus... Alors, il y a des solutions, c'est ce que j'allais dire, mais surtout, ce ne sont pas des petites entreprises. Oui. Parce que j'avais en tête de retourner travailler dans un grand groupe, justement, pour plein de raisons qui me plaisaient quand je faisais ce benchmark, on va dire. Il y a des solutions aujourd'hui qui existent pour, encore une fois, automatiser des retours. Il y a une vingtaine de boîtes qui ne m'a jamais fait de retour. Et dans les entreprises que j'ai rencontrées, donc après j'ai eu les mails de refus automatisés. J'ai pas trop de problèmes avec ça parce que je me rends compte que quand tu es dans un groupe où tu as beaucoup de candidatures, c'est difficile de faire autrement, mais au moins ça existe. Et tu es sûr que le process il est terminé. Je n'aime pas, par exemple, le message de sous 20 jours, sans retour de notre part, sous 20 jours, estimez que nous n'avons pas retenu votre candidature. Ouais. Mais envoyez-moi un message pour me dire non, définitivement, que je tire un trait sur ça, quoi. Et ce qui m'a le plus choqué, à la limite, par contre, c'est lorsque j'ai eu des échanges et que j'ai quand même reçu ce fameux message automatique de refus. Ça, j'aime pas, par contre, tu vois. C'est-à-dire que tu as eu des échanges, sans dévoiler l'entreprise, tu as eu des échanges mais tu n'as jamais eu de retour sur les échanges? J'ai eu un retour, mais automatique. Ah oui, après un échange, c'est pas ouf, quoi. Moi, c'est quelque chose que je combats complètement. Oui, parce que je considère qu'effectivement, si tu as eu interagi humainement, que ce soit en visio, au téléphone ou en présentiel, le minimum de retour doit être fait à peu près par le même canal, en tout cas. Idéalement, si on peut, quoi. Moi, toute personne avec qui j'ai échangé, effectivement, donc en général, c'est au téléphone, en visio, en physique. Ouais. Mes retours seront par téléphone. Et en plus de ça, je trouve que, c'est plus humain. Et 2, ça permet aussi à la personne de pouvoir rebondir, de peut-être expliquer qu'effectivement, elle n'était pas dans de bonnes conditions. Il y a plein de choses, tu vois, qu'on peut aussi apporter. On peut se positionner en tant que coach. C'est hyper important pour les candidats. Encore une fois, ils donnent de leur temps. On doit leur donner du temps. Et si c'est leur donner un petit conseil, je trouve que c'est pas du luxe. Ok, très très clair. Quand tu rencontres des comités de direction, des groupes de managers dans tes différents univers, formation, CDI, etc., comment est-ce que tu leur prouves qu'aujourd'hui l'expérience candidat va influer directement sur la fidélisation des futurs collaborateurs?
Est-ce que tu as cette analogie-là? Tu en parles ou pas? Ouais, tu vois, il y avait une enquête. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait une enquête de Iago il n'y a pas très très longtemps qui m'avait marqué où je crois que le chiffre était autour de, je dis de bêtises, hein, peut-être 70-75% des candidats estimaient que ce qu'ils vivaient en tant qu'expérience candidat, c'est ce qu'ils allaient vivre en tant qu'expérience collaborateur, et donc ça pouvait peut-être les faire fuir et de se dire waouh, est-ce que j'ai envie de me projeter dans la durée dans cette peut-être entreprise? Alors j'avoue que c'est pas nécessairement un sujet que j'aborde systématiquement avec mes managers. Quand j'aborde le process, je leur explique effectivement qu'il me faudra les raisons des refus, Oui. etc., pour pouvoir dire aux candidats. C'est Ouais, je vrai la sens que... pas, ou je le sens pas. Ouais, alors ça, c'est... Je plaisante, mais pas tant que ça. Tu veux m'énerver. Non, mais du coup, c'est... j'évangélise pas le sujet dès le premier Ouais, contact. ok. En revanche, ce qui se passe souvent, c'est que si je n'ai pas les retours, je vais moins vite avancer. Donc en fait, il y a un moment donné où si les managers ne jouent pas le jeu, moi je leur dis, bah écoutez, c'est simple, j'ai besoin de ces retours et vous aurez de nouveaux candidats quand les retours arriveront. Donc bon, ça c'est ma pratique, mais du coup, j'ai pas répondu à toute ta question que j'ai oubliée. Ouais, la question c'est comment est-ce que tu convaincs Ouais. les managers, les dirigeants qu'effectivement soigner l'expérience candidat a un impact quelque part sur le turnover, la fit de demain des collaborateurs. C'est vrai qu'après, moi, je travaille pas forcément nécessairement tout le temps sur ce sujet parce que c'est plus du manque de temps, je vais pas te mentir. Hein, mais par contre, moi, il y a quelque chose que j'aime bien leur faire comprendre aussi, c'est vous aimez le feedback. Donc, tout le monde doit avoir un feedback. Donc, j'ai besoin de vous pour donner du feedback. Alors après, c'est vrai qu'on n'aborde pas forcément le fait de la fidélisation. Parce que l'occasion ne s'est pas présentée, mais ce sont des projets qu'on peut avoir justement nous au sein du groupe pour justement leur expliquer que c'est important. Alors là, je te donne un petit exemple. On se demande si ce serait pas intéressant, nous, au recrutement, de leur montrer un petit peu l'envers du décor pour qu'ils comprennent l'importance de chaque étape. Et donc, ça pourra justement, comme nous, on fait le onboarding aussi, aller jusqu'à au sein du dire... groupe Casino. Nous, dans l'équipe, pardon. Ouais. Okay. Du coup, ce serait peut-être chouette au sein du groupe Casino de leur dire, on vous montre l'envers du décor, regardez pourquoi toute étape est importante pour en arriver à l'onboarding et à la fidélisation. Mais c'est plus des projets, tu vois. D'ailleurs, au sein du groupe Casino, est-ce que tu travailles pour plusieurs marques? Oui. Pour Monoprix, peut-être Franprix? Monoprix, Franprix, Naturalia. Casino Sparvival, Naturalia. Okay. La seule pour laquelle je ne travaille pas, c'est Cdiscount. Ok. Qui est effectivement plus particulier parce qu'ils n'ont pas de magasin. Ils sont plus indépendants sur le recrutement. Ouais. Et comment tu assures, toi, une expérience candidat uniforme entre ces marques? Est-ce que vous avez fait un choix de se dire chaque marque a son ADN, peut-être sa marque employeur? Je ne sais pas comment vous avez travaillé ça. Et du coup, en conséquence, est-ce qu'un candidat ou une candidate va vivre une expérience différente d'une marque à l'autre? Et du coup, toi, comment tu arrives à gérer ça, quoi? Au final, alors chaque marque a son identité, effectivement son ADN, sa manière de parler, son ton. Monoprix n'a rien à voir avec d'autres marques du groupe. Par exemple, tu connais les beaux messages que passe Monoprix sur leur boîte de conserve. Moi, j'adore. Donc, globalement, chaque marque a son identité, sa manière de communiquer. Néanmoins, sur l'expérience candidat, je pense que chacun des recruteurs fait vivre la même expérience indifféremment selon la marque. Tu vois, moi, je travaille de la même manière pour Franprix que pour Monoprix. Et pour mes bases logistiques également, parce que je suis sur la supply, je fais vivre la même expérience. Après, là où l'expérience va être un peu différente, c'est la manière dont ils vont être touchés par les marques. Ok. Tu le connais, tu le sais, en marketing, il faut être touché plusieurs fois par une identité pour venir postuler. C'est plus cette pré-candidature, ce début de relation en tant que candidat qui va être différente parce que les communications sont effectivement différentes. Mais moi, en tout cas, personnellement, en tant que recruteuse, mon expérience sera la même pour tous. Okay. Je serai la même personne, je vais leur parler de la même manière, mes messages vont être les mêmes. Vraiment indifféremment. Et tu peux te rendre compte que, par exemple, je sais pas, je suis candidat, j'ai postulé chez Franprix, mais qu'en fait, chez Naturalia, ça irait mieux. Oui, ça m'arrive. Ça arrive, ça. Oui, ça m'arrive. Okay. Ça m'arrive. Alors, déjà, tu peux avoir des considérations de localisation. Toutes bêtes. Hein, bien sûr. Et puis, ça pourrait... alors, moi, je le vois notamment, tu vois, quand je parle des métiers de la pro, par exemple.
Tu vois, si j'ai pas mal eu d'appros chez Monoprix, j'en ai aussi chez Franprix. Des fois, il y en a qui postulent chez Franprix, c'est très spécifique. Je me dis, mais finalement, chez Monoprix, ce serait mieux parce que aujourd'hui, ce poste vous sied mieux. Vous aviez peut-être pas prévu de postuler chez Monoprix, mais en fait, ça peut le faire. Alors, ce qui est intéressant aussi sur ça, c'est que toi, tu connais les marques du groupe, les candidats, pas forcément. Pas forcément, ok. Il y a pas mal de gens qui sont étonnés quand je leur dis que Monoprix, Franprix, c'est le même groupe. Alors, si je leur dis que Cdiscount, c'est aussi le même groupe, ils sont encore plus étonnés. D'accord. C'est pas ancré encore, tu vois, cette compréhension. Donc, c'est aussi une belle surprise pour les candidats de leur dire, en fait, vous êtes rentrés par Franprix et moi, je vais vous proposer peut-être quelque chose ailleurs. Ils postulent pas au groupe Casino à la base. Non, ils postulent pour une marque. Pas tous, en tout cas. Non, pas tous. Pas tous. Ok. Après, il y a des considérations de localisation. Si Bien tu sûr. es à Saint-Étienne, tu penses plutôt à Casino, pas nécessairement Monoprix. Bien sûr. Si tu es à Clichy, si tu vis du côté de Clichy, tu vas penser Monoprix et pas forcément Franprix. Si tu vas penser Monoprix parce qu'on n'a pas de Franprix à Rennes. Voilà, mais voilà. C'est bête, mais. Mais on en revient encore à ce truc de, on est localisé à un endroit puis on pense aux entreprises autour de nous, quoi. Donc ouais, ça m'arrive. Okay. C'est ça qui est intéressant aussi, tu vois, d'avoir ce poste un peu transverse, c'est qu'on peut aller les faire. La mobilité, par exemple, est très important pour nous. Au niveau groupe. Et en recrutement, du coup, dès le début, nous, on peut du coup leur proposer un panel d'opportunités dans le groupe et ça, je trouve ça chouette et ça rejoint nos objectifs de mobilité groupe, par exemple. Okay. Dès le début, on fait comprendre aux candidats qu'on a un groupe et on est costaud grâce à ça. Tiens, on a parlé un peu marque employeur. Oui. La marque employeur, pour toi, c'est un sujet de com ou un sujet de RH? On peut pas en faire un mix. C'est un peu un mix. Ouais. Moi, en tant que RH, j'ai envie de te dire que j'aimerais qu'il soit quasiment que chez moi pour pouvoir le faire tout le temps. Mais je pense que pour moi, la marque employeur aujourd'hui, c'est un mix entre les deux. Des étudiants, des étudiantes, tu as quoi comme discours là-dessus? Moi, je trouve que, par exemple, le recruteur est devenu aussi un peu un marketeur, tu vois. Ouais. Donc, que la marque employeur rentre aussi dans son scope. Demeure que la marque employeur, ce sont des sujets de communication aussi. Donc, pour moi, différencier, c'est s'intéresser à ce monde de la com et du marketing. Tu peux plus différencier les deux, en fait. Après, il y a des entreprises qui le mettent d'ailleurs d'un côté de la com, d'un côté du RH. Tout à fait, je te confirme. En fait, c'est très variable. On ne sait pas où le placer. On ne sait pas où le placer. Je pense que c'est aussi le travail de tous. Nous, on est appelés des fois par des services RH et pas du tout par la com. Et des fois, c'est totalement l'inverse. Je sais que chez Talent Catcher aussi, on a des fois les RH et des fois la com. Ouais, et c'est même assez surprenant parce que des fois, on a la com qui nous dit on voudrait t'accompagner pour convaincre les RH que c'est important. Ouais. Waouh! Et alors que moi, qui suis RH, je me dis mais c'est évident, mais ça n'est pas pour tout le monde, hein, évidemment. Et des fois, c'est totalement l'inverse. Donc, c'est pour ça que cette question-là n'est pas simple parce que je suis très en phase avec ce que tu as répondu. Effectivement, pour moi, c'est un sujet mixte. Et je pense que plus on est autour de la table à aller dans la même direction, plus on avance. Mais c'est pas toujours aussi vrai. Ça dépend des structures de boîte. Ça joue énormément. De la politique interne aussi, etc. Et puis de l'histoire de l'entreprise. Oui. Sur la position de la RH aussi dans la boîte, ça peut très, très, très fortement jouer. Ok, très, très clair. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, toi qui connais bien Talent Catcher, qui connais bien ces sujets d'employés advocacy, de salariés ambassadeurs, tu y penses pour le groupe Casino? Oui, forcément. Ou même plus que tu y pensais, tu y agis. Évidemment. Alors, tu le sais, moi, je publie sur LinkedIn assez régulièrement. Et encore, je crois que c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je disais à mon manager, ce serait bien qu'on fasse un atelier LinkedIn pour l'équipe, déjà que tous les profils soient complétés et puis éventuellement qu'ils publient. Donc bien évidemment, c'est quelque chose que j'aimerais évangéliser au sein de, en tout cas, le CSP recrutement et mobilité auquel j'appartiens. Et donc moi, je parle également, je prends la parole aussi sur le groupe Casino, notamment quand on fait des événements, parce que je trouve que c'est important aussi de montrer, c'est l'objectif, montrer l'envers du décor. Mais Monoprix le fait déjà. D'accord. Monoprix a déjà un programme d'ambassadora. Moi, j'aimerais bien maintenant que le groupe aussi puisse y participer, qu'on soit sur l'étape d'après, qu'on montre que on n'est pas des marques individuelles, mais on est un groupe et ça, c'est chouette, tu vois. Alors après, moi, c'est plus facile pour moi parce que je ne suis pas attachée à une marque précisément. Oui. Je suis attachée au groupe et je recrute pour les marques. Donc pour moi, c'est facile de le voir, mais je pense justement que notre prise de parole va pouvoir aussi montrer encore plus à tout le monde qu'on est un groupe, à nos candidats.
qu'on ait un groupe et que c'est une chance de rejoindre un groupe avec plein de marques, plein de belles marques. Ok. On a parlé de Jarvik, un ATS, qui est un outil, qui est effectivement un outil plus destiné à des recruteurs en cabinet ou en indépendant. Toi, aujourd'hui, quelle est ta relation aux outils dans le monde du recrutement ? On en voit de plus en plus, on en voit dans tous les sujets. L'IA arrive évidemment, et même pas arrive, elle est déjà présente. Toi comme moi, j'imagine, on voit plein d'outils qui nous vendent monts et merveilles, plein de promesses, etc. Toi, quelle est ta posture par rapport à ça ? Est-ce que tu es pro-outils ? Est-ce que tu testes ? Est-ce que tu as des outils qui t'ont marqué récemment ? Oui. Alors moi, je suis très, très curieuse sur les outils. C'est un sujet qui me passionne, même si effectivement, il y a tellement d'outils sur le marché que c'est pas si évident que ça non plus de travailler sur ce sujet. Jarvis, je l'utilise pas chez Casino, parce que c'est pas forcément une structure qui serait adaptée à l'outil. On a un ATS différent, mais Jarvis est au courant. Il y a énormément d'outils, comme tu l'as dit. Alors, enrichi à l'IA, premièrement. Nous, on travaille justement sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place au sein du groupe Casino pour s'outiller correctement, notamment sur l'IA. Mais je pense qu'on peut faire déjà pas mal de choses avec des petits bots sur ChatGPT. Moi, c'est ce que je fais. Mais voilà, on est en train de travailler sur ces sujets. On a un ATS. Il faut aussi qu'on l'utilise dans son plein potentiel, tu vois. Je pense qu'on le fait pas correctement. En tout cas, moi, à titre perso, je maîtrise pas encore assez mon ATS pour bien m'en servir. J'utilise Notion à côté pour m'aider dans ma prise de notes. Tu vois, je pense que je pourrais tout regrouper. Ça, c'est un truc perso. C'est plus perso, une pratique perso. Ouais, c'est une pratique perso que j'utilise à côté. Il y en a d'autres, c'est OneNote. Ouais, ça existe. Voilà. Tout à fait, c'est Microsoft. Donc, au final, on utilise tous un peu nos outils à côté pour notre prise de notes. Je pense qu'on pourrait tout regrouper dans un seul outil pour beaucoup plus de facilité aussi. C'est ce sur quoi on travaille, justement. Mais ça, c'est plus, tu vois, moi, je sais que je ne connais pas assez l'outil pour le faire bien encore jusque-là. Mais je ne perds rien avec Notion. Après, en termes d'outils, voilà, moi, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut ajouter dans les process des entreprises de façon globale. Alors, je vais peut-être me faire crier dessus par certaines personnes qui ne sont pas d'accord, mais tu vois, je pense que le tri de CV, un peu d'IA m'aiderait. Quand je te dis que j'ai 600 personnes, je pense que je pourrais personnaliser quelques messages automatiques si j'avais un petit tri. Tu vois, ça, pour moi, ce serait quelque chose d'essentiel. Les outils aussi qui nous permettent de retranscrire et du coup de faire nos comptes rendus. Mais moi, je signe. Enfin, vraiment. Tu n'en utilises pas aujourd'hui ? J'en utilise pas. Tu n'utilises pas un Nuta, par exemple, ou on n'a pas Nuta. Moi, j'ai utilisé par le passé, Nuta. Et j'adore complètement ce genre d'outils. Enfin, je veux dire, tu es concentré sur la personne. Les comptes rendus sont, en tout cas, de ce que moi j'avais déjà quand je l'utilisais l'année dernière, bon. Donc, tu vois, c'est ce genre d'outils. On s'outille, nous. Et il y a plein de belles choses. Et Fabien, qui travaille sur les outils chez Casino, le sait. Je lui envoie régulièrement de nouveaux outils pour qu'il puisse étudier ça et voir ce qu'on peut faire. Ouais, parce que j'imagine que vous devez être sursollicité à la taille de votre entreprise, forcément. Sursollicité. Et c'est pour ça que je te dis, il y a des outils dont, malheureusement, et désolée si vous m'écoutez, je n'ai pas retenu nécessairement le nom parce que du coup, comme je suis très curieuse, j'en rencontre plein. Ouais. Il y a pas mal de choses qui se ressemblent aussi, hein, tu vois, mais ça nous permet aussi d'ouvrir des réflexions sur ces outils. Après, je pense que sur l'outil, il faut rester vigilant. Il ne faut pas trop s'éparpiller, il faut y aller petit à petit, il faut faire des tests, il faut pas tout en même temps. On a tendance à vouloir faire ça quand on voit la multitude d'outils incroyables qu'il y a sur le marché, mais il faut petit pas. Un pas après l'autre, et puis l'outil, tu vois, je sais pas si tu étais à la non-conférence du recrutement de l'école du recrutement il y a quelques semaines, et je voyais une femme qui travaille dans le monde du recrutement, et on a bien senti il galérait dans sa boîte, etc. Et en fait, sa question, c'était quels sont les outils magiques, etc. Mais pour moi, il n'y a pas d'outils magiques. En fait, je pense que déjà, travaille tes process, travaille ton expérience candidat, mets en place peut-être même des fois des basiques, des choses simples. Et après, oui, l'outil va t'aider à t'améliorer, à faire mieux, à peut-être aller plus loin, à automatiser. Mais il est pas magique.
Enfin, je sais pas comment te dire, mais j'ai mais plus de clairement. mal avec ça, quoi. L'outil ne va pas tout changer. Surtout, l'outil n'est pas là pour nous remplacer non plus. Donc, il faut quand même être vigilant sur tous ces aspects-là. Moi, je pense, tu vois, quand tu veux mettre un outil dans un process, comme tu l'as dit, auditer ses process, voir où est-ce qu'on peut l'ajouter. Et je disais à un de mes collègues, tu sais, un truc qui serait bien, c'est qu'on puisse étaler notre process sur une table et le voir. Et en fait, tu vois, ça peut être bien pour mettre tes outils. C'est-à-dire que tu fais des petites cartes, tu étales ton process, tac, tac, tac. Puis tu regardes à droite, à gauche, tu dis, OK, où est-ce qu'un outil m'aiderait le plus ? C'est un truc bête, mais on a aujourd'hui beaucoup de mal à visualiser parce qu'on est tout le temps sur nos ordis. On fait des cartes, machin. On visualise vachement moins, je trouve, que dans le temps où on faisait des dessins sur des paperboards, etc. Et ben tu fais ça, tu étales ton truc et puis tu dis OK, là, je veux pas être remplacé par un outil. Par contre, là, ça me prend un temps de dingue. Est-ce qu'un outil pourrait pas m'aider ? Déjà, ça va te permettre de voir où est-ce que tu as des besoins et ensuite d'aller sélectionner les bons outils. Ceci étant dit, je voulais aussi rajouter quelque chose. Un outil peut répondre aux besoins d'une personne et pas aux besoins d'une autre. Oui, on est d'accord. On n'a pas tous les mêmes besoins. Il y a des gens, par exemple, qui adorent rédiger leur compte-rendu eux-mêmes. Et il y a des gens qui vont avoir aucun souci avec le fait de passer leurs notes pour avoir un compte-rendu dans un outil. Il faut aussi penser à ça, tu vois. L'idée, c'est quand même qu'on kiffe notre travail à la fin de la journée, quoi. Et si l'outil fait tout à notre place, bah, c'est pas marrant. Voilà. C'est clair qu'effectivement, à chacun de trouver effectivement le bon usage et que ce soit adapté. Alors, le temps tourne. Malheureusement, déjà, toi, pour résumer, dans toute ta vie RH, ta jeune vie RH, mais quelle initiative RH dont tu es la plus fière depuis de tout ton parcours ? L'initiative RH ? Ouais, le truc où tu dis, ouais, je suis fier d'avoir fait ça. Ou d'avoir mis en place ça. Attends, j'ai un blanc, on dirait que j'ai jamais rien accompli. Mais si, t'as fait des tonnes de trucs en plus. Ouais, non. Alors, un truc sur lequel j'ai travaillé du coup et dont j'ai été très fière, je vais reciter nos amis Jarvis, c'est vraiment d'avoir bossé sur une sélection d'ATS. Oui. Tu vois, c'est... Alors, l'entreprise dans laquelle j'étais à l'époque, je pense travaille toujours sur Excel malheureusement, mais travailler sur la recherche d'un ATS pour améliorer mon quotidien et donc le quotidien de mes collègues, tu vois, ça c'est quelque chose dont je suis hyper fière d'avoir bossé sur ce type de sujet. Parce que autant c'était bien pour moi, mais c'était bien pour les autres aussi. Et je trouve que c'est important, tu vois, de penser aux autres aussi. C'est le propre de nos métiers des ressources humaines. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose ? Un truc où tu aurais envie de parler, qui est important, et peut-être que soit j'ai pas pris le temps, soit j'ai pas osé te poser. Non, je pense qu'on a fait un bon tour. En vrai, je pense qu'on a entendu toutes mes passions dans tous ces sujets. Peut-être que moi, quelque chose que je t'ai pas dit, mais qui se ressent aussi au fil de ce que je dis, c'est que malgré tout ce que les gens disent, pour moi, on continue d'être un métier humain. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi de continuer sur ces métiers du recrutement. Ça fait partie des ressources humaines. L'humain doit être là avant tout. On a parlé d'outils. L'humain doit rester là avant tout pour traiter l'autre humain en face de nous correctement. Et je maintiens ma position sur le fait que même si les gens disent le contraire, on reste une fonction humaine gérée par des humains avec leurs erreurs parfois. On fait du mieux qu'on peut en général. Et c'est juste ça que j'aimerais rajouter, c'est qu'il faut savoir qu'on fait du mieux qu'on peut. Et qu'on le fait avec souvent beaucoup de passion. Et on en a besoin de passion parce que c'est pas drôle tous les jours. Ouais. Toi, tu es fière d'être recruteuse Oui, comme j'ai pas mon petit badge. Le petit autocollant mais oui, je suis très fière d'être recruteuse. Ouais. Et même si effectivement, des fois, je suis pas recruteuse et que je suis sur d'autres aspects, oui. je suis le satellite en fait quand je fais de la formation autour du recrutement. Et je pense que ça restera ma ligne directive pendant très longtemps. Ok. Comment est-ce que tu fais ta veille ? Ma veille, alors... Ta veille pro, toi, ouais. Qu'est-ce qui est important pour toi ? Ouais. Toi comme moi, tu passes un petit peu de temps sur LinkedIn. Est-ce que c'est que LinkedIn ou est-ce que tu as d'autres moyens de faire ta veille dans le monde du recrutement, du monde de la marque employeur, de l'expérience candidat, etc. Indéniablement, ma source principale, c'est LinkedIn. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis aussi une férue de lecture, donc ça m'arrange bien de faire ma veille sur LinkedIn parce que je lis. Les livres de mes pairs aussi m'apportent beaucoup. Je te dirais que c'est beaucoup tout ce qui va être écrit, mais
je rajouterai un canal également dont on ne parle pas assez, ce sont les communautés. Me permettent de faire ma veille également. Tu vois, notamment sur la marque employeur, je suis dans une très belle communauté où les professionnels échangent sur des outils, des pratiques, comment vous faites ci, ça. Moi, ça me permet aussi de rester en veille. Je dirais que ce sont mes canaux principaux. Et mes canaux secondaires, ça va être des podcasts, tu vois, sur des thèmes bien précis, souvent le recrutement, parce qu'encore une fois, j'adore ça. Mais voilà, je te dirais d'abord tout ce qui est lecture, sans nécessairement parler d'articles à proprement parler. Ça m'arrive, c'est sporadique. Et ensuite, il y a des lectures que tu conseilles? Des livres? Ouais. Alors, 2-3 livres que tu conseilles. Tu dis, 2-3 livres comme ça, au hasard. Non, mais tu es étudiant en recrutement. Est-ce qu'il y a 2-3 bouquins, il faut que tu les lises? Ouais, et pour moi, il y a deux livres en recrutement, je pense qu'on peut lire et du coup qui sont hyper accessibles. C'est le livre de Léo et Élise, évidemment, et le livre de Charlène et Tonton Karim. Donc vraiment permis de recruter pour Léo et Élise et recruter sans chasser de Charlène et Tonton Karim. Je pense que tu as beaucoup d'informations sur ces deux livres. Un côté, tu vas avoir aussi les bonnes techniques. Oui, ils sont complémentaires. Hein. Ils sont pas du tout. Pour des gens qui nous écoutent, pour les avoir lus tous les deux, effectivement, ils sont pas du tout concurrents. Hein. C'est pour ça que je cite les deux, c'est parce que tu as l'outbound d'un côté, tu as l'inbound de l'autre. Et en fait, si tu prends le meilleur des deux, en fait, tu as toutes les bonnes techniques justement pour répondre à des situations. Parce qu'on va pas se mentir, l'inbound, ça marche sur certains profils et tu as besoin de l'outbound sur certains autres profils. Moi, des fois, je suis obligée de faire de la chasse parce que les candidats ne viennent pas. Tu entends Charlène? L'outbound, ça peut marcher, Charlène. Mais Charlène, elle sait ma position dessus. Ouais. Et alors, si je devais en citer un troisième, quand même, parce que je pense que pareil, il va apporter quelque chose d'important en recrutement. C'est le livre de Marie-Sophie. Oui, ok. Sur les biais. Sur les biais, ouais. Marie-Sophie Zambeau. Franchement, Marie-Sophie Zambeau, effectivement. Celui-ci, je le conseille. Je l'ai conseillé déjà aux gens de mon équipe qui ne le connaissaient pas parce que je pense qu'on a besoin de prendre conscience du fait qu'il existe des biais. Des fois, on a conscience qu'on a des biais, mais on veut absolument croire qu'on peut outrepasser ça et c'est pas vrai. Et justement, le livre de Marie-Sophie, moi, m'a permis de faire encore plus attention à ce que je faisais. Tips, par exemple, quand on envoie une shortlist de profils, je mélange ma sélection et je ne mets jamais en premier la personne qui est de mon top 1. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Okay. C'est un truc que j'ai fait suite à la lecture de livre de Marie-Sophie pour éviter Alors, j'ai mangé le biais, Marie-Sophie, excuse-moi, mais pour éviter que mon manager, justement... Imagine que le premier est le meilleur, voilà. Et du coup, je leur dis, je n'ai pas... ma liste ne répond pas à un top. Voilà, comme ça, je veux pas non plus qu'il se crée un faux biais, tu vois. Ok. Et c'est les personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast? En fait, tu sais que j'ai tourné cette question en long, en large, en travers. Et je crois que toutes les personnes que j'ai envie d'écouter, tu les as déjà interviewées. Alors, je te parle de RH, du coup. Ouais, vas-y. Parce que, alors, moi, mon écosystème RH, on a parlé de Benoît, que j'adore écouter, qui a de très belles choses à partager. Benoît Thiève de Ikea, que j'aime bien qu'on présentait comme Benoît de Ikea, tout simplement. Charlène, que j'adore écouter sur l'inbound. Élise et Léo, je ne sais pas si tu les as déjà interrogés ensemble. Élise et Léo, oui, je les ai eus au Festival RH l'année dernière, après une nuit sans sommeil. Donc quand tu connais Élise et Léo qui sont en forme habituellement, après une nuit sans sommeil, ils sont encore plus en forme. Mais tu vois, voilà, ces personnes-là vraiment m'inspirent énormément et tu les as déjà interrogées. Aurore Baudry, tu l'as déjà interrogée. Vraiment, toutes ces personnes, tu les as déjà eues. Donc, je vois. Après, ce sont des gens qui font partie de mon entourage, de mon écosystème. Et je pense que je ne t'apporterai pas forcément de nouveaux noms par rapport à toutes les personnes. Si tu en as un plus tard, t'hésites pas. Ah, bah, bien sûr, mais tu me connais. Je n'hésiterai absolument pas. Si on a envie de te contacter, si on a envie de, pas forcément de candidater, mais si on a envie de te contacter, de partager avec toi, tu lis ta messagerie LinkedIn ou pas? Ta superbe messagerie LinkedIn. Bien sûr, on peut aller sur LinkedIn. Des fois, je mets un petit peu de temps à répondre parce que j'ai un petit biais. C'est que toutes les personnes qui m'ajoutent, je leur envoie un petit message. Ah, tu fais ça? Ouais, j'adore. Ça ouvre la conversation. Moi, j'adore ça. Ça, c'est intéressant. Tu le fais pour les gens qui te demandent en contact ou aussi les gens qui te suivent? Non. Alors, c'est plus difficile de le faire avec les gens qui me suivent, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien. Mais en tout cas, toutes les personnes qui m'envoient une invitation sur LinkedIn...
c'est pas forcément automatique, donc ça prend un peu de temps. Ouais, forcément, ouais. Mais du coup, je leur envoie tous après un message en groupé automatique que j'automatise une fois de temps en temps, en me présentant, en leur demandant de se présenter pour ouvrir la discussion. Puis je précise entre parenthèses que c'est un message automatique et que je suis désolée. C'est plutôt bien accueilli. Moi, surtout, ça me permet de découvrir plein de belles personnes, d'aider des candidats qui sont en difficulté, de pusher des profils en interne. Vraiment, ça m'ouvre plein de belles portes et je trouve ça génial. Je le fais pas forcément pour ceux à qui moi j'envoie des invitations, parce que souvent j'envoie des invitations parce qu'on a déjà, tu sais, échangé par commentaires interposés, etc. Donc des fois, ce que je voulais dire, c'est que quand j'envoie ça à 150 personnes, du coup, je me fais un peu avoir avec les retours, que ce coup-là, je personnalise et que je réponds vraiment sans automatiser. Donc des fois, je suis un petit peu longue à répondre sur LinkedIn, mais je suis là au bout d'un moment quand même. Donc on peut me contacter sur LinkedIn, ouais. Ok. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Et je crois même qu'on peut me contacter même si on n'est pas connecté. J'ai activé la petite option. Oui, il y a une petite option. Donc, je sais plus, sous-menu. Normalement, on peut le faire. Ouais, voilà. Ok, un grand merci. Je ne sais pas si tu l'entends, il y a un coq qui chante. Je ne sais pas si vous l'entendez. Moi, j'aime bien, je viens de la campagne. Il est en train de nous dire qu'il faut qu'on rende l'antenne. En tout cas, Alexandra, un grand merci. Un grand merci pour ton temps, pour cette disponibilité, pour ton dynamisme et ton sourire qui se voit à la caméra, qui s'entend au micro. Et puis, je vous dis à toutes et à tous, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!